Bonjour et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Merci de nous rejoindre pour le dernier journal de la semaine. Voici tout de suite les titres de ce vendredi 11 février 2022. La course au parrainage se poursuit. Pour se présenter aux élections présidentielles, les candidats doivent réunir 500 signatures d'élus. Une mission presque impossible pour certains. Nous avons rencontré des maires de Pays de Savoie. Et puis nous inaugurons ce soir notre toute nouvelle chronique. Après le jardinage, Sébastien Germain s'intéresse à la cuisine. Nous le retrouverons en fin de journal avec la chef Fenouil qui nous livrera sa recette du moment. Je vous le disais à l'instant, les nombreux candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'au 4 mars prochain pour obtenir les 500 parrainages synonymes d'officialisation de leur candidature. Si les plus importants ont déjà leur signature, les moins connus peinent à les réunir. Cela s'explique par le fort taux d'abstention des élus pour ces parrainages. 2/3 d'entre eux s'étaient abstenus aux dernières présidentielles. Un problème démocratique que tentent de régler certains édiles en Pays de Savoie, comme vous allez le voir dans ce reportage de Lucas Ruch. La dernière ligne droite est lancée pour la dizaine de candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle. Ils devront obtenir un minimum de 500 parrainages avant le 4 mars prochain pour officialiser leur candidature. Cette quête est d'autant plus compliquée pour les petits candidats. Ils sont pour la plupart moins connus du grand public et doivent multiplier les interventions aux quatre coins de la France pour convaincre les élus encore incertains. Le philosophe Gaspard Koenig est candidat déclaré depuis un mois. Même s'il ne possède pour l'heure que 27 signatures, le candidat garde espoir. Ce n'est que depuis mon annonce de candidature le 11 janvier que très officiellement, si je puis dire, je leur demande le parrainage, qui est une demande toujours un peu humble, parce qu'on fait du démarchage téléphonique, on se présente et on se prend évidemment beaucoup de portes dans le nez avant d'en avoir une qui s'ouvre, mais ça fait partie quelque part du parcours initiatique normal quand on veut percer en politique sans appartenir au parti classique. Venu écouter son discours, Édouard Meunier, le maire du petit village de Caige, tient à interpeller les nombreux élus du territoire sur la question du parrainage. Les conseillers régionaux ou départementaux qui très souvent sont étiquetés politiquement n'ont aucun problème pour parrainer leurs candidats de leur famille politique en règle générale. Les maires ruraux le plus souvent sont sans étiquette et finalement c'est le risque. Alors vous parliez de la société tout à l'heure, on se plaint tous de l'abstention qui est magnifique, qui est énorme et qui est vraiment le mal de notre démocratie. Et il y a 70% d'abstention pratiquement aux dernières élections cantonales et régionales et c'est très triste. Mais que les maires à 75% aujourd'hui disent je vais parrainer personne, eh ben c'est quel mauvais exemple on donne. Et c'est ça qui m'attriste. De son côté, Antoine Valentin, le maire de Saint-Joire-en-Faucigny, a posté une vidéo sur Internet. C'est par le biais de ses concitoyens que son choix va se porter. Aujourd'hui, je veux vous parler des parrainages des maires aux candidats à l'élection présidentielle. Je vous propose que nous choisissions ensemble quel candidat parrainer. J'ai créé un petit formulaire en ligne pour vous proposer de choisir avec moi quel candidat nous devons parrainer pour la prochaine élection présidentielle. Cette consultation citoyenne a pour but de renforcer le lien fragilisé depuis quelques années entre élus et citoyens. Comme maire et comme élu local, j'ai l'habitude de nourrir ma réflexion, de prendre mes décisions en concertation avec ma population. Et donc, il me semblait tout naturel de garder le même mode de fonctionnement pour cette signature de parrainage. Et je serai extrêmement discret et simple quant à la personne que je parraine, parce que ce ne sera pas un soutien politique. Moi, je suis un maire Les Républicains, la candidate de ma famille politique qui a largement les sondages nécessaires. Et il ne s'agit pas de soutenir, mais simplement de faire vivre la démocratie. À 3 semaines de la date butoir, seuls 6 000 parrainages ont été enregistrés par le Conseil constitutionnel sur un peu plus de 47 000 possibles. Annecy est la 4e ville cyclable de plus de 100 000 habitants en France. La Fédération française des usagers de la bicyclette a dévoilé hier soir les résultats de son baromètre 2021. La 3e édition de cette enquête nationale a permis de recueillir le ressenti des usagers sur la cyclabilité de leur ville. Pour ce classement, différents critères sont évalués, la sécurité, le confort ou encore les stationnements et services. Chambéry se classe pour sa part 3e dans la catégorie ville moyenne.
C'est un autre moyen de transport très utilisé en ce moment. Les remontées mécaniques tournent à plein régime pendant ces congés de février. Derrière ces machines bien rodées se cachent différents corps de métier. Le travail diffère bien sûr selon la taille de la station. C'est ce que nous explique Emmanuel Jaude. Il est allé ce matin rencontrer ces travailleurs dans le pays du Mont-Blanc. Regardez. Au pied des pistes, rares sont les skieurs à imaginer le travail nécessaire pour profiter d'une descente tout chousse. Sous surveillance constante, les domaines skiables requièrent en effet un entretien minutieux pour résister aux assauts des mordus de la glisse. Un travail quasi perpétuel tout au long de la saison. Avec 150 employés, la société d'équipement des Contamines Montjoie a beau être rodée, l'organisation reste le maître mot afin de coordonner les effectifs et cela commence souvent avec plusieurs jours d'anticipation. Je dirais même c'est en continu toute la saison d'hiver. Tout dépend un petit peu de la météo qui est annoncée, qui change un petit peu les organisations. Il y a une organisation de base, c'est l'ouverture des remontées mécaniques, puisqu'elle est à heure fixe, donc quelles que soient les conditions. Quand ils annoncent très mauvais, il y a des équipes qui montent une heure plus tôt pour faire tourner un peu les appareils, afin qu'on puisse ouvrir à l'heure. Après, les services qui vont avoir des variantes, soit travailler la nuit, soit commencer très tôt le matin. C'est surtout le service des pistes avec les dameurs qui soit dament le soir à partir de 5h jusqu'à 11h, soit le matin de 4h du matin à 9h, tout dépend de la météo qui est annoncée. Et ensuite, s'il y a besoin d'une sécurisation PIDA, c'est-à-dire déclenchement d'avalanche du domaine skiable, là il y a le service des pisteurs artificiers qui montent vers 6h du matin pour faire tous les points de déclenchement. Si pour tous les domaines skiables chaque détail compte, la gestion des pistes à plus petite échelle impose une autre façon de fonctionner, avec moins de monde mais plus de polyvalence. Dans la station de Passy-Plaine-Joux, les 9 pistes sont gérées par une équipe de 30 personnes qui sont amenées à endosser tour à tour plusieurs casquettes, même si là encore, c'est tôt le matin que l'emploi du temps est le plus chargé. On arrive en moyenne à 8h20, on part sur nos installations, enfin les perchemans, et là ils doivent installer tous leurs filets de sécurité, essayer leur téléski, faire les tests de téléski, et tout ça avant 9h. À 9h on doit être prêt à l'ouverture, les premiers clients ont payé leur forfait à partir de 9h, donc à 9h il faut que tout fonctionne et que tout roule. Et puis après, toute la journée, ils font de la surveillance et le soir, on range tout ce qu'on a mis en place le matin. On remet d'aplomb la neige, notamment dans les files d'attente, dans les arrivées, les départs des remontées. On a des cahiers d'exploitation à remplir, donc ils font tout ça le soir et puis voilà, la journée est terminée. Quel que soit le modèle, chaque station de ski a donc réussi, au fil des années d'exploitation, à trouver sa façon de gérer son environnement. Des connaissances propres à chaque domaine, mais qui sont toutefois mises en commun régulièrement à l'échelon national afin de rester compétitif face aux autres destinations du ski dans le monde. C'est une bonne nouvelle pour les usagers du Léman Express. Le trafic reprendra à 100% mercredi prochain pour les lignes L2 et L4 qui relient Coppet à Annemasse. La circulation a été réduite depuis plusieurs semaines en raison de nombreux cas de Covid. Et puis attention, si vous prenez la route, la Savoie annonce que ce sera le week-end le plus difficile de la saison hivernale en termes de circulation sur les routes. Savoie et Haute-Savoie sont classés rouges par Bison Futé ce samedi dans le sens des départs et des retours. Et j'accueille à présent Sébastien Germain pour la Minute des Jeux. Bonsoir Seb. Bonsoir Victoria. Encore une journée bien difficile pour les Français dans les JO de Pékin. Oui, c'est un petit peu la soupe à la grimace au sein de la délégation tricolore avec une deuxième journée de compétition consécutive sans médaille. Et pourtant, il y avait du biathlon ce vendredi matin. Oui, malheureusement, le sprint féminin n'a pas du tout souri aux Bleus puisque la meilleure française Anaïs Bescon termine 9e. Pour les autres Français, c'est encore plus compliqué. Julia Simon est 29e, Justine Breza-Boucher 48e et Anaïs Chevalier-Boucher, double médaillée lors de ces Jeux de Pékin, se classe 68e. C'est finalement la Norvégienne Marte Holzboe-Roysland qui décroche la médaille d'or devant la Suédoise Elvira Öberg et l'Italienne Dorota Wierer. Le classement final de ce sprint est très important puisqu'il déterminera les positions et les écarts pour la poursuite prévue dimanche matin. Une course à laquelle ne participera pas Anaïs Chevalier-Boucher puisque seules les 60 premières du sprint étaient qualifiées. Tessa Worley ne décrochera donc jamais de médaille olympique en individuel. Malheureusement, après sa chute lors du géant ce lundi, la skieuse du Grand Bornand termine seulement 19e du Super G, remporté par la Suissesse Lara Gout-Berami. Après la course, Tessa Worley, âgée de 32 ans, en a profité pour annoncer que ces JO de Pékin seraient ses derniers jeux. L'épreuve de parallèle par équipe mixte sera donc sa dernière course olympique. Pour en revenir au Super G, les résultats des autres françaises, Romane Miradoli 11e, Laura Gaucher 16e et Tiffany Gauthier, elle, est 28e.
Pas de miracle en ski de fond. Non, puisque la logique a été respectée sur le 15 km classique masculin. Ivo Niskanen est champion olympique devant le russe Alexander Bolchunov et Johannes Klebe. Hugo Lapalu, premier français, décroche une belle 7e place, puisqu'il s'agit du meilleur classement d'un fondeur français sur cette épreuve aux Jeux Olympiques. Maurice Magnifica est 12e et Richard Jouve termine 49e. Un dernier résultat pour souligner la belle qualification de Sébastien Lepape en quart de finale du short track pour le 500 mètres. Un mot du classement des médailles. Eh bien, la France qui continue de reculer dans la hiérarchie mondiale avec une médaille d'or et 5 médailles d'argent. Les Bleus sont désormais 13e d'un classement mené par l'Allemagne. Il va falloir se ressaisir. Qu'est-ce qui nous attend justement ce week-end? Alors beaucoup de belles choses, on espère. Après la contre-performance des filles, on attend énormément des Français sur le sprint en biathlon. Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin et Fabien Claude ont rendez-vous à partir de 10h ce samedi. Alexis Pinturault doit réagir également. Oui, on attend beaucoup d'Alexis Pinturault avec le géant, son domaine de prédilection pour le tenant du gros globe de cristal qui est prévu dans la nuit de samedi à dimanche à 3h15 pour la première manche et à 6h45 pour la seconde. On espère que l'épaule d'Alexis Pinturault va tenir. On aura également Mathieu Fèvre, le champion du monde en titre, qui aura une très belle carte à jouer. On suivra également Thibaut Favreau et Cyprien Sarrazin. Et puis le snowboard cross est de retour. 2 équipes françaises pour l'épreuve par équipe mixte avec 2 duos. Chloé Trespeuch, médaille d'argent cette semaine, accompagnée par Merlin Surgé d'un côté et Julia Pereira-Lohan Bozzolo de l'autre. Ça commence à 3h cette nuit. Et puis un autre duo qui fait figure, je vais y arriver, de grands favoris. Et un petit secret, ce sont mes chouchous. Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron, vice-champion olympique en 2018. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode, le fameux épisode de la robe. Et on se donne rendez-vous avec l'histoire pour le programme cours de danse sur glace. C'est à partir de midi ce samedi. Un dernier mot, un peu plus tôt, je l'ai dit tout à l'heure, en biathlon, les poursuites féminines et masculines qui auront donc lieu ce dimanche à 10h et 11h45. Et en bobsleigh, là aussi c'est très important puisqu'on rappelle, pour la première fois d'histoire, il y a un équipage de bob à 2 places. Mais Margot Bock démarre, elle, sa compétition en monobob ce dimanche. Eh bien, merci Sébastien. J'en profite pour dire qu'on te retrouve au JT lundi, donc à ma place, et Lucas Ruge viendra nous réaliser cette minute des Jeux. Et puis, dans ce JT, on continue à parler de sport, Sébastien, avec le Critérium du Dauphiné. La 74e édition se déroulera du 5 au 12 juin prochain et le parcours a été dévoilé, vous le voyez, ce jeudi. La course traversera la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un départ en Ardèche. C'est une première. Elle se terminera en Haute-Savoie. Le tracé compte 8 étapes et cumule quelques 1190 km. L'étape finale promet du beau spectacle avec une arrivée prévue au plateau de Solaison. L'an passé, c'est le coureur australien Richie Porte qui avait d'ailleurs remporté le Critérium. Et je n'ai pas de doute, Seb, que tu suivras cette course. Évidemment. Sébastien, tu es notre spécialiste sportif, je pense qu'on l'aura compris, mais tu es aussi un grand gourmand, comme beaucoup d'entre nous à la rédaction. Et tu nous proposes donc une nouvelle chronique dédiée à la cuisine. Dans cette chronique, tu nous proposes des recettes rapides et plutôt simples à faire. Et tu as donc enfilé ton tablier aux côtés d'Ariane Schmitt, alias Fenouille, une coach culinaire dans le bassin annécien. Et pour cette première, vous avez choisi de cuisiner du céleri rave. On regarde. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici sur 8 Mont Blanc pour un nouveau rendez-vous, une chronique cuisine. Et pour m'accompagner, je suis en compagnie d'Ariane alias Fenouille. Bonjour. Bonjour Sébastien. Merci de nous accueillir ici chez toi. Tu es donc coach culinaire. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais. Eh ben moi, j'aide les personnes à trouver des idées pour cuisiner facilement, local, de saison, végétarien. Donc voilà, je suis partie du principe qu'il y a plein de gens qui ont envie de manger mieux, mais c'est pas forcément simple au quotidien. Donc j'aime bien faire découvrir des nouveaux ingrédients, donner du plaisir, faire prendre du plaisir aux gens à cuisiner. Voilà. Et pour ce premier rendez-vous, ce premier numéro justement de cette chronique cuisine, on va travailler sur ce produit, ce légume qui est donc le... C'est quoi ? Céleri rave. Exactement. Et pourquoi j'ai choisi le céleri rave, c'est justement parce que c'est un légume, personnellement, j'en avais jamais acheté avant il y a quelques années, parce que c'était vraiment pas un légume qui me faisait rêver. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent absolument pas quoi en faire, à part en mettre un petit bout dans la soupe comme ça, caché, on ne sait pas quoi en faire. Et en fait, j'ai découvert des super recettes qui m'ont vraiment fait adorer ce légume, donc j'avais envie de vous les partager aujourd'hui. On va en faire une en particulier, mais tu as quelques petites idées. Hein. Oui, j'avais envie de vous parler de 3 recettes en particulier. Donc moi j'aime bien le faire en carpaccio, donc cru. On le coupe en très très fines tranches ou alors on se fait des petites tagliatelles. Voilà, et puis on fait une petite marinade. Alors moi je mets du gingembre, du citron, de l'huile, des petites herbes. Voilà, on laisse mariner ça et puis on sert sur une jolie assiette
avec une petite déco. Enfin voilà, on peut inventer d'autres choses. Le risotto de céleri rave, ça c'est mon grand... j'adore ça. En fait, le céleri rave va remplacer le riz. Donc c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut couper en tout petits carrés. Mais après, on fait cuire ça comme un risotto, voilà, avec du bouillon, dans un peu d'huile. Et on rajoute le bouillon au fur et à mesure. Et ça, vraiment, je vous assure que c'est trop bon. Une petite pointe de parmesan à la fin, c'est top. Et celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc le céleri rave façon cordon bleu. Donc on va faire des tranches assez épaisses qu'on va faire cuire à la vapeur. Et ensuite, on va les paner en insérant un petit morceau de fromage. Alors aujourd'hui, j'ai choisi du Beaufort, voilà, pour faire local. Fromage local. Exactement, voilà. Et donc, c'est là-dessus que tu vas être mon commis. Eh ben, avec plaisir, on y va. Je t'écoute, je te laisse me dire ce qu'il faut que je fasse. Eh ben écoute, on va commencer par éplucher cette belle bête. Donc tu verras que c'est plus simple de commencer par ce côté-là. Tu peux le faire avec la râpe à légumes. Et après, tout simplement ouais, t'épluches par là. Et puis après, on va couper avec le couteau le reste. Voilà, si on galère trop, autant prendre un couteau. Alors, comme tu disais, c'est un légume qui n'est pas très connu, qui n'a pas forcément bonne presse. Non. Ah. Laisse aller, hein. Bon, et bon, on va passer au couteau. On va passer au couteau. Je te montre. Allez, vas-y. Hop. Donc l'idée quand on coupe, pour éviter de se faire mal, c'est d'avoir un support plat. Donc tu vois là, je vais essayer d'aller comme ça. Bon, je vais en perdre un peu plus que si on avait continué avec la râpe. Alors bien évidemment, on est dans le cadre d'une chronique, donc tu as préparé quelque chose en amont, parce qu'on n'aura pas forcément le temps, mais voilà, l'idée c'est de vous donner des idées de recettes simples, originales, en 7-8 minutes. Ouais. Hop, voilà. Bon, du coup, on va même pas finir de l'éplucher. Voilà. Donc je vais te laisser couper maintenant des tranches d'à peu près, tu vois, 1,5 cm, quelque chose comme ça. Comme ceci, ça ira? Ouais, très bien. Voilà, un peu plus épaisse. Comme Parfait. Ça? Ouais, très bien. Super. Voilà. Pour le moment, ça ira. Et ce qu'on va faire, c'est que donc on va les mettre à cuire. Moi, j'ai un vitaliseur, donc voilà, cuire à la vapeur, je trouve que ça va plus vite. Non, mais en fait, tu peux me les amener, oui, effectivement. Directement. Hop, voilà. Et donc là, on met ça à cuire à peu près 12 minutes. Donc là, j'en ai déjà. Si on n'a pas de vitaliseur, si on n'a pas de vitaliseur, cuit-vapeur. Et si on n'a pas de cuit-vapeur, il existe des, je sais pas si tu connais, des petits paniers cuisson que tu peux acheter métalliques et qui s'adaptent sur une grosse casserole ou une cocotte. Ça permet de les faire cuire à la vapeur ou au pire, tu le fais à l'eau. Alors, je dis pire, c'est très bien aussi, mais voilà. Donc 12 minutes qui sont déjà... 12 minutes, tadada, ça cuit. Pendant ce temps, nous, on va faire la chapelure, hyper rapide. Pareil, bon, il faut avoir un bon mixeur, sinon on peut l'acheter. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est mettre un peu des épices dans la chapelure. Donc là, j'ai choisi aujourd'hui du piment d'Espelette. Pour relever un petit peu le tout. Ouais, faut pas en mettre trop non plus. Enfin, je te dis piment d'Espelette, c'est du piment de Cayenne. C'est encore mieux. Voilà, ça va un peu, c'est un peu fort. Tu peux commencer à me prendre des petits morceaux là de pain. Je les coupe en petits bouts. Ouais, tu les coupes en petits bouts. J'ai mis du cumin. Donc là, je mets une bonne cuillère à café. Et ça, je sais pas si tu connais, j'adore ça. C'est des graines de... Cardamome. Non. Ça commence pareil. Dans la première lettre. Coriandre, mais en plus j'adore ça, mais moi je connais ça en frais, j'adore ça. Et ça n'a aucun rapport. Aucun rapport, on est d'accord. Pour les gens qui n'aiment pas la coriandre en feuilles, et ben les graines c'est hyper aromatique, c'est trop bon. On peut en mettre encore un petit peu. Donc pain rassis, ouais, des épices. Pain rassis, des épices. Je pense que c'est pas mal là. Allez. Attends, sel, poivre. Hop. Tiens, je te laisse mettre ça. Un petit peu de sel. Comment elles te viennent ces recettes? Alors, il y en a plusieurs dans les ateliers que j'anime. C'est beaucoup des ateliers autour de la créativité. Donc, en fait, l'idée, c'est que je propose un légume et les gens inventent des recettes. Et moi aussi, donc ça me permet de prendre le temps de me poser. Et les gens, donc, c'est des recettes soit que j'ai testées, soit j'ai vu passer sur Instagram ou autre des idées. Et je retiens l'idée, je me dis, ah tiens, ça a l'air cool. Puis après, je le teste sans forcément des recettes. Mais voilà, attention les oreilles. Hop. Là, tu vas pouvoir me casser un œuf. Si j'arrive à ouvrir ta boîte. En entier?
Ouais. On va le battre avec une fourchette. Purée, ça me... Ah, on sent bien tout de suite là. Oui. Et moi, je vais mettre à chauffer la poêle. Et là, c'est l'opération un peu délicate. Donc, on va récupérer nos tranches Cuite. cuites. De céleri rave. Voilà. Donc là, si j'ai un petit couteau, tu vois, il faut que quand tu mets la pointe comme ça rentre Voilà. bien, c'est cuit. Je vais te faire prendre une tranche. Et regarde, attends, tu vas mettre d'abord 2 petites lamelles De fromage. de fromage. Tu les tiens ensemble et tu me roules ça dans l'œuf. Et là, l'astuce pour que ce soit bien croustillant, c'est qu'on va faire une double panure. Donc on met dans l'œuf, dans la panure. Ouais, on s'en fout un peu partout. Hein. Voilà, comme ça. Ouais. Donc tu remets bien la panure par-dessus. Ouais, Voilà. vas-y, tu peux le retourner. Ah ouais. Parfait. Côté croustillant. Voilà. Ça va bien Et évidemment. après, tu vas le remettre Dans dans l'œuf. l'œuf. On remet dans la panure. Hop. Avec. Parfait. Voilà. Et là, on va emmener ça Directement à la ouais, cuisson. directement à cuire. Donc là, j'ai fait chauffer ma poêle. J'ai mis de l'huile de tournesol. Parce que c'est une huile qu'on peut cuire quand même à haute température. Voilà. Puis là, ça prend vraiment 2-3 minutes de chaque côté. Et après, tu sers ça. Donc cordon bleu de céleri rave. Céleri rave façon cordon bleu. Exactement. Donc a on peut mis, le faire avec ou sans fromage. Un peu plus de 8 minutes. Ouais. C'est parfait, c'est rapide, c'est bon. Est-ce que C'est ça sain. serait- Voilà. Mais je pense que surtout, ça peut faire aimer les légumes aux enfants. C'est une très bonne idée. C'est une sacrée mission. Hop, voilà. Mais c'est assez sympa. Merci pour cette première recette. On espère la première d'une longue série. On l'a vu, hein, ça a été assez rapide. N'hésitez pas à refaire chez vous ce céleri rave façon cordon bleu. On se retrouve très bientôt. Ariane, à très bientôt. Merci en tout cas pour tes conseils rapides. Avec plaisir. Merci bien. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, la météo de Thierry Paul. Mais je vous retrouve ensuite pour un nouvel épisode de votre émission En tête à tête. Nous avons rencontré Dawa Dakiri Sherpa. D'origine népalaise, il est devenu l'un des meilleurs ultra-trailers au monde. Il a aussi représenté pour la première fois le Népal aux Jeux Olympiques en ski de fond. Lundi, vous retrouverez donc Sébastien Germain pour un nouveau JT. Je vous souhaite un très bon week-end. À très vite.